avant de passer la parole sur le sujet à Benjamin Daubilly, le président du CAG, pour vous rappeler que nos webinaires jeudi de la FGC, vous pouvez les retrouver en replay sur le site de la FGC, tous, les présentations et la captation vidéo. Et que on vous donne rendez-vous pour une prochaine édition qui aura lieu le 3 avril sur l'évaluation structurale des ouvrages existants. Donc, qui sera une conférence qui sera assurée par André Orsesi et Jean-Christophe Carles du CEREMA et Christian André Orsesi participant par ailleurs à un groupe de travail IAPSE sur le sujet. Un mot aussi pour vous dire que euh, on a un webinaire un peu spécial qui n'est pas dans le cadre des jeudis de la FGC, puisque ça sera sur un horaire particulier le 18 mars entre 11 heures et 13 heures. C'est nos collègues de la délégation Hauts-de-France de la FGC qui organisent ce webinaire sur la thématique de l'assurance et des innovations en génie civil, dans la construction. Donc c'est une tentative nouvelle un peu qu'on teste sur cet horaire et sur un sujet un peu particulier, un peu moins technique, mais qui apparemment intéresse énormément de monde. Voilà, donc je laisse la parole à Benjamin qui va présenter le sujet d'aujourd'hui, qui est un sujet plus austère que d'habitude peut-être, mais qui a priori a réuni beaucoup de spectateurs, donc on est très content de ça. À toi, Benjamin. Ouais, merci Didier, je vais faire assez bref. Euh, le, on a choisi de mettre en avant ce sujet parce que face à des enjeux de résilience, face au changement climatique, au vieillissement du patrimoine d'ouvrage, il est certain que le sujet des normes, des textes techniques qui permettent de réparer au mieux les ouvrages et en le faisant de manière qualitative nous semblait important et il va prendre de l'importance dans les années à venir. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de mettre en avant ce sujet, parce que les normes, avant tout, c'est un vocabulaire pour que les acteurs se comprennent entre eux. C'est un outil aussi contractuel, évidemment. Et donc, on voulait refaire un point d'état sur l'état des normes du domaine consacré à la réparation des ouvrages et puis les futurs développements ou de futures normes ou futures révisions de ces normes qui sont annoncées. Donc, je remercie Christophe Aubergnac, qui est le secrétaire de la commission de réparation ouvrage d'art, mais aussi qui œuvre aussi au CEREMA, et puis Christian Tourneur, qui est le président de la commission de réparation des ouvrages d'art, qui vont nous faire la présentation de ce soir. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Je vais partager l'écran, hein. Christian, je te laisse introduire le sujet. Voilà. Donc j'espère que tout le monde voit bien la première diapositive. Et je passe à la seconde. Bon, eh bien, c'est à moi que revient le plaisir et l'honneur de faire l'introduction. Donc, pourquoi des normes? Bon, c'est un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, hein. Les normes, on dit il y a trop de normes, et voilà. Mais bon, qu'est-ce que c'est qu'une norme? D'abord, la normalisation, c'est un outil qui permet de fixer des règles professionnelles et qui permet aussi de définir euh, les bonnes pratiques pour l'exécution et la mise en œuvre d'une technique. C'est quelque chose qui, en fait, est un régulateur dans la profession. Vous verrez, je vais vous présenter la genèse. Moi, j'ai vécu une époque où il n'y avait pas de normes de réparation et, disons, ça laisse la porte ouverte à beaucoup de choses. Et je dirais que la norme permet aussi de réguler les prix, puisque quand on regarde un prix qui s'appuie pour un appel d'offres qui s'appuie sur une norme, eh bien, dans un prix, toutes les opérations à faire sont cadrées et on n'est pas en train de comparer
des petits prix avec, qui font la moitié des choses avec des prix plus élevés. Et comme on est au moins 10 ans, on peut aussi être au moins faisant. Et si je faisais un mauvais jeu de mots, je dirais au meilleur faisant. Alors, pour ce qui est de la genèse de ces normes, puisque j'ai vécu cette époque où il n'y avait pas de normes, on a senti très rapidement, les entrepreneurs, le besoin de se regrouper dans un syndicat. Notre syndicat est le Stress. À l'époque, il était dirigé par Bernard Fargeot. Et c'est Bernard Fargeot qui a pris cette initiative de vouloir codifier les opérations de réparation pour en faire des petits fascicules, ce qu'on appelait les fascicules verts, qui étaient plutôt destinés aux gens de chantier pour réaliser les choses dans les règles de l'art. Alors, les premiers fascicules, les travaux ont commencé en 82. Les premiers fascicules ont été édités de 85 à 87 et cette collection a vu le jour grâce à plusieurs organismes qui ont prêté leur concours financier au projet. Voilà. La photo suivante, s'il te plaît. Donc, le début des normes, ça commence en 1990 et en fait, les normes ont consisté à transformer ce qui était les fascicules verts du Stress en quelque chose de normatif. Donc, alors, pourquoi on est passé de ces fascicules verts à des normes? Simplement qu'il y avait de plus en plus d'exigences au point de vue des garanties et qu'on commençait à demander aux entrepreneurs qui faisaient des réparations d'apporter des garanties et des assurances de garantie pour les travaux réalisés. Sauf que les assureurs n'étaient pas prêts à faire des chèques en blanc et que les assureurs souhaitaient avoir des documents, je dirais, un peu plus officiels que les guides verts pour pouvoir donner leur consentement à assurer des projets. Alors, c'est donc ce que je voulais dire, c'est que les normes aujourd'hui ne sont pas quelque chose d'obligatoire. On peut faire des appels d'offres sans utiliser les normes, mais à ce moment-là, il faudra faire des appels d'offres extrêmement complets et en fait recopier la norme dans l'appel d'offres. Donc, moi, je conseille d'utiliser les normes, nos normes pour pouvoir faire des appels d'offres. Alors, cette première série de normes qui a été lancée dans les années 80, dans les années 90, s'est trouvée bousculée à partir des années 2000 parce que depuis 2000 et jusqu'à 2004, première édition, on a vu apparaître des normes européennes, les EN 1504 1 à 10, qui ont un peu bousculé nos repères normatifs et je dirais aussi nos façons de rédiger des appels d'offres. Le langage a changé aussi, puisque dans ces rédactions, on a introduit un langage de principes et de méthodes pour désigner ce que l'on allait faire. Donc tout est, je dirais, je ne trouve pas le mot, c'est pas grave. Donc, alors, avec ces principes et méthodes, on n'a plus le droit d'utiliser ce qu'on faisait dans le temps, c'est-à-dire dire on souhaite
utiliser tel produit ou son équivalence. Alors, l'évolution de ces règlements européens, notamment la norme 1504 de 1 à 10, donc a modifié, a contraint à modifier les règlements des produits de construction, ce qui nous a contraint à repenser complètement la structure et le contenu de la série des normes 95-100 et ainsi et aussi intégrer les concepts des fascicules FABEM du stress qui ont été impulsés sous la direction de Christian Tridon, mais qui ont fait finalement quelque chose d'extrêmement complet, je dirais. J'utilise le terme de fascicule, mais on pourrait dire l'encyclopédie FABEM du stress. Alors, ça nous a conduit à refaire entièrement, à l'occasion des remises à niveau des normes, de repenser complètement l'écriture de ces normes, et ça, vous le verrez dans l'exposé de Christophe qui va suivre. En fait, on a voulu faire quelque chose qui soit autoporteur, qui soit utile pour tous les intervenants des métiers de la réparation, que ce soit depuis l'inspection de l'ouvrage jusqu'au contrôle et à la réception des travaux réalisés. Donc, bon, j'en dirai pas plus parce que c'est pas la peine de prendre du temps, puisque l'exposé qui vient derrière va vous expliquer beaucoup plus en détail que je pourrais le faire, ce que sont devenues ces nouvelles normes. Donc, je passe la parole à Christophe. Merci beaucoup, Christian. Voilà, alors une première diapositive, simplement carte d'identité de la commission de normalisation du BENTRA, qui est un bureau de normalisation que l'AFNOR a délégué au CEREMA, qui s'appelle donc commission de normalisation, qui s'appelle réparation des ouvrages d'art. Donc Christian en est le président, j'en suis le secrétaire. Vous voyez que la commission, c'est une trentaine de personnes et c'est une commission qui est bien équilibrée par rapport aux parties prenantes, hein. Il y a 11 représentants d'organismes techniques, disons des supports techniques, 6 représentants de maîtres d'ouvrage, 10 représentants d'entreprises, des représentants de fournisseurs, ainsi de suite. Voilà. Donc notre mission, c'est de réviser périodiquement et de compléter les normes de la série NFP 95-100 consacrées à la protection, réparation et au renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie. Voilà. Et on a le droit de le faire en France parce que, objectivement, il n'existe pas de normes opérationnelles européennes qui abordent clairement les règles de l'art pour faire les travaux correspondants. Une petite diapositive pour vous expliquer que le système de gouvernance du BENTRA, ce fameux bureau de normalisation délégué par l'AFNOR au CEREMA, a considérablement évolué depuis 2018, puisque désormais, il y a un système paritaire avec, comme vous le voyez, un collège des maîtres d'ouvrage, un collège des entreprises, avec notamment représentation de la FNTP, mes collègues Najeb Sabir et Alain Simon, et que donc ce comité de pilotage stratégique se réunit annuellement et définit des orientations stratégiques sur les révisions et les écritures de normes nécessaires. Voilà. Le système économique du BENTRA, vous le voyez, il est cofinancé par le ministère de la Transition écologique, hein, et 50% du budget du BENTRA provient des parties prenantes, puisque le BENTRA a adopté en 2018 le système des droits de siège qui est en vigueur pour toutes les commissions de normalisation de l'AFNOR. Donc les experts, en fonction de l'appartenance à une grande entreprise, en fonction du fait qu'ils représentent un syndicat professionnel, payent un certain droit de siège annuel.
Voilà, donc j'en profite pour remercier très grandement tous les experts, la trentaine d'experts qui acceptent dans ces conditions de participer à nos travaux. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ambiance de travail et d'échange est excellente et nous a permis jusqu'à présent d'obtenir toujours le consensus, hein, ce qui est recherché dans le cadre de l'élaboration de normes. Voilà. Et je tenais à remercier tout particulièrement les riches contributions de Christian et de Daniel Poineau, qui a beaucoup œuvré sur l'établissement des fascicules FABEM dont Christian a parlé. Alors, l'utilité des normes 9500, mais ça a été déjà abordé par Christian, je fais très vite, hein. En fait, sur cette diapo, vous avez quasiment le sommaire standard de nos normes. Ce qui est important, c'est l'article 4, où on essaie chaque fois de sensibiliser les acteurs de la réparation à l'importance de mener des études préalables à la consultation des entreprises. Voilà. Ensuite, bien sûr, on aborde les choix qualitatifs relatifs aux produits qu'on veut utiliser pour réparer nos ouvrages, hein, avec une ambition de durabilité élevée par rapport à d'autres types de travaux. Le cœur de nos normes, bien évidemment, c'est l'article 6 ou 7. Parfois, on a un petit décalage de sommaire sur la réalisation des travaux, les règles de l'art pour faire les travaux, et on aborde également les aspects contrôle, système qualité, réception des travaux. Voilà. Donc, comme l'a dit Christian, on s'est attelé à la réviser ces normes-là depuis 2010 pour intégrer le complexe référentiel des normes produits et systèmes de la série 1504, hein, ces normes européennes qui sont loin d'être évidentes à bien appréhender, bien maîtriser. Comme l'a dit Christian, volonté d'avoir des documents les plus autoporteurs possibles. Donc on a grosso modo des normes qui vont faire entre 70 et 100, voire parfois un petit peu plus de 100 pages avec des annexes qu'on espère utiles, hein. Et tout ce qui nous motive, c'est d'aider les prescripteurs et tous les acteurs de la chaîne de la réparation des ouvrages d'art, en valorisant notamment les guides sur le sujet. On a parlé des guides stress, ça peut être aussi les guides Asqua Pro pour le béton et le mortier projeté, etc. On essaie d'avoir des normes ouvertes, c'est-à-dire même si certains thèmes innovants donc ne sont pas directement couverts par nos normes, on ne ferme pas la porte. Et par exemple, dans le cas de la norme 9503 dont je vais vous parler, on a intégré une famille de produits qui nous paraît très intéressante pour protéger de la pénétration d'eau, voire de chlorure, les bétons de nos ouvrages, à savoir la famille des imprégnations hydrophobes qui était peu pratiquée auparavant en France. Voilà. Et on essaie d'aider à faire les choix les plus pertinents pour le cas d'espèce dont les différents acteurs doivent s'occuper. Alors, j'essaierai de développer davantage les documents que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire ceux qui sont en cours de rédaction et d'établissement par la Commission. Alors, le premier document, il est attendu manifestement par les utilisateurs depuis très longtemps. On nous disait qu'il manquait un document chapeau, un guide d'utilisation de toutes nos normes. Eh bien, ça sera bientôt fait. Ça sera bientôt fait. Donc, un groupe de travail en cours que je copilote avec mon collègue Hervé Davias du CEREMA est en train d'établir, en tout cas, la première partie de ce futur fascicule de documentation P9500 qui portera avant tout sur les ouvrages en béton, hein. On verra plus tard pour la partie correspondant aux travaux sur ouvrages en maçonnerie. L'idée, c'est d'aider tous les utilisateurs à bien comprendre la philosophie et bien utiliser nos normes et faire les choix pertinents, notamment pour la prescription des travaux, pour aider à la rédaction notamment des CCTP, des travaux de réparation. Alors, quelques éléments marquants. On essaie d'utiliser tous les documents utiles récents. Notamment, on a résumé dans ce fascicule la démarche récemment introduite par le fascicule 5 de l'ITCOA, conduite d'une intervention sur un ouvrage existant. J'espère que ça vous aidera beaucoup. Souvent, on nous expliquait que la difficulté était le lien entre le diagnostic d'un ouvrage problématique, hein, et le choix des bonnes méthodes de réparation. Eh bien, on s'est lancé dans un exercice très chronophage, hein, où, sous forme de tableau, en fonction de différents résultats d'un diagnostic d'une pathologie classique bien identifiée, par exemple la corrosion des armatures du béton armé, on oriente dans ces tableaux, a priori, vers les méthodes de protection-réparation les plus appropriées. Donc, bien évidemment, ça n'est pas un système expert, mais ça devrait être d'une bonne utilité pour les gens qui font l'interface entre le diagnostic et la prescription des méthodes de réparation.
les fameuses méthodes introduites par la norme européenne 1504 partie 9, on s'est rendu compte que leur définition était loin d'être évidente et parfois n'existait même pas. Donc on fait l'effort dans ce fascicule justement de préciser non seulement les définitions des méthodes, qu'on sache exactement à quoi ça rime, et d'en donner parfois des limites d'utilisation dans le domaine d'application ouvrage d'art. Certaines méthodes, on considère qu'elles sont sans objet ou non souhaitées absolument dans nos domaines d'intervention. On rappelle, puisque c'est un guide d'utilisation de nos normes, on rappelle les grands choix de nos normes, donc l'indispensable diagnostic et étude de réparation préalable à la consultation des entreprises, le fait de traiter les travaux dans le cadre d'une démarche qualité auquel vous êtes familiarisé, plan qualité, procédure d'exécution, des points d'arrêt, etc., etc. L'indispensable relevé contradictoire de l'état de l'ouvrage en début de période de préparation des travaux, le caractère très vivement conseillé, voire indispensable, de réaliser des épreuves de convenance pour valider la réception des supports, la fabrication et la mise en œuvre de différents produits, etc. Ainsi que, on rappelle les grands choix faits dans toutes les normes qui suivent dont je vais vous parler. Voilà. Et puis, sachez que alors, l'intelligence artificielle, bien sûr, va rapidement nous faciliter la tâche, hein, mais on a entrepris l'établissement d'une index électronique qui sera diffusée en même temps que ce fascicule de documentation, qui rappellera norme par norme tout ce que dit la norme en termes de obligation du contrat. Le contrat doit ou le contrat doit si dans un contexte particulier, voire les possibilités introduites par la norme du contrat. Le contrat peut ou le contrat peut si dans un contexte particulier. Donc je pense que ça va beaucoup aider les prescripteurs. Voilà, je change de sujet et on va aborder la norme NFP 9501 qu'on a révisée, vous voyez, en 2017. Donc quelques schémas qui montrent des dispositions constructives fondamentales pour bien traiter les réparations de surface du béton armé. Alors justement, quel est le domaine d'application de cette norme? Eh bien, vous voyez, c'est la réparation des dégradations de surface sur des profondeurs qui peuvent atteindre les premières armatures. Donc, grosso modo, c'est environ une dizaine de centimètres de profondeur. C'est ça le domaine d'emploi de la norme. Je vous ai rappelé, pour avoir bien sûr cette connexion forte qu'on souhaite avec le référentiel EN 1504, les méthodes numérotées introduites par la norme 1504 partie 9 qui sont concernées par cette norme-là. Voilà. Ensuite, on fait des choix sur les types de produits utilisables. Donc, les mortiers de réparation industriels marqués CE, par exemple, eh bien, vous verrez, enfin, vis-à-vis des performances, il n'y a pas photo. Ils sont soit de classe R3, soit de classe R4 au sens de la norme 1504 partie 3. Et ça dépend de la qualité du béton support, ça dépend de l'environnement plus ou moins agressif, etc. Et ça peut être aussi, bien sûr, des mortiers équivalents fabriqués en centrale ou sur chantier. Ça peut aussi être des bétons de réparation, et dans ce cas-là, on rejoint le référentiel de la norme NFEN 206/NF. Le contrat, bien sûr, peut faire plein de choses en fixant les propriétés attendues de ces produits, je passe. Alors, quelque chose d'important qu'on a introduit, c'est que malheureusement, le référentiel des produits industriels ne fait pas du tout état des classes d'exposition qu'on connaît en lien avec la norme béton 206. Donc, nous, on a introduit ça en disant le choix des produits doit obligatoirement se faire en compatibilité avec les classes d'exposition des parties d'ouvrage sur lesquelles les mortiers de réparation doivent être appliqués. Donc, si la documentation technique ne le dit pas explicitement, il faut un engagement du fournisseur sur l'adéquation de leurs produits avec différentes classes d'expo. Voilà. Ensuite, des choix forts de nos normes, hein. Si le produit de réparation est en contact avec les armatures qui sont apparentes ou apparaissent lors des travaux préparatoires, impérativement, il faut un produit de réparation à base de liant hydraulique pour apporter la passivation nécessaire aux armatures. On a même des exigences complémentaires lorsque le mortier de réparation touche des armatures de précontrainte, hein. On a des très fortes exigences sur la qualité de la préparation des supports. C'est les schémas que vous avez vus en préambule à cette partie de ma présentation. Les découpes à bord franc, le détouage des armatures, le dégagement suffisant pour être certain que la corrosion ne va pas repartir, le fait d'avoir un béton support sain de cohésion d'au moins un 5 MPa, valeur classique dans le domaine ouvrage d'art. Un support également qu'il faut introduire, hein, c'est que par défaut, on ne met pas de revêtement de protection, de passivant des armatures, hein.
c'est inutile la plupart du temps, sauf dans des cas très, très particuliers. Et dans le pire des cas, ça peut même nuire à la bonne adhérence des produits de réparation. Voilà, donc ça, on l'explicite dans la norme. Voilà, et puis, in fine, la réparation, on a la même exigence d'adhérence au support que ce qu'on a dit pour l'adhésion minimale de 1,5 MPa. Pour votre information, on a également inventé une annexe informative qui, à partir du référentiel d'essai propre à la norme des mortiers industriels 1504 partie 3, essaie de faire des corrélations avec les fameuses classes d'exposition de la 206. Donc ça, c'est pour aider en fonction des performances des produits industriels, aider, par exemple, un maître d'œuvre à s'assurer qu'a priori, le produit est bien compatible avec les classes d'exposition souhaitées. Je change de norme, donc cette fois-ci, on va parler de la norme NFP 95-102 partie 1, qui concerne les travaux de mortier et béton projeté sur ouvrage en béton. Elle est récente, elle a été révisée en février 2023. Vous voyez quelques schémas extraits de la norme. Alors, on parle des travaux dont je viens de parler, sauf que les mortiers et bétons projetés peuvent être utilisés pour protéger, réparer ou renforcer, hein. Pas seulement pour réparer, il y a aussi le volet de protection. Du coup, j'ai listé également les méthodes numérotées de réparation de la 1504 partie 9 qui sont concernées par cette norme-là. Voilà. Après, des points importants, le choix du mode de projection. Donc, la voie sèche, la voie mouillée. On a créé une annexe informative, l'AB, pour aider les gens à orienter vers le bon choix. Très clairement, le domaine exclusif de la voie sèche, hein, qui est couramment pratiqué, c'est la réparation structurale, le renforcement, la réalisation d'éléments structurels. Alors, donc également, on est souvent confronté à des problématiques de travaux exécutés avec maintien de circulation, partielle ou totale. Voilà. Donc, on en a profité pour interpeller la responsabilité du maître d'ouvrage en disant si vous envisagez de tels travaux sous maintien de circulation, eh bien, une étude particulière amont doit avoir été menée et elle est de votre responsabilité. Voilà. Ensuite, on était confronté à une difficulté liée à la variété possible des mélanges de base. Le mélange de base, hein, c'est tous les produits contenus dans le mortier ou béton projeté avant ce qu'on introduit à la lance, hein. Bien, en fait, on a des mortiers industriels qui se réfèrent à la norme 1500, EN 1504 partie 3. On a des mortiers industriels qui ne se réfèrent pas à cette norme-là, donc qui sont un peu hors référentiel. Et puis après, on peut avoir bien sûr des bétons projetés. En outre, vous savez qu'en Europe, on a des normes qui traitent également du béton projeté, pas spécifiquement liées à la réparation d'ailleurs, les fameuses parties 1 et 2 de la NFEN 14487. Donc on a fait un travail de clarification, vous voyez, en fonction du type de mélange de base et du fait qu'on travaille avec des mortiers ou des bétons, on a clarifié les référentiels qui doivent s'appliquer et qu'on doit prescrire dans le CCTP, bien sûr. Un point important, lorsque l'utilisation de la technique a vocation à être justifiée par un calcul, eh bien, nécessairement, on utilise un béton projeté et non pas un mortier projeté. Et oui, parce que la justification, conformément à l'Eurocode 2, l'Eurocode 2 ne connaît pas les mortiers, mais ne connaît que les bétons. Également, donc, bon, on retrouve à peu près les mêmes choses que ce que j'ai dit hein, sur les exigences sur les types de mortiers utilisables, hein. Quoi dire de plus? On a anticipé sur les produits de scellement qui sont couramment utilisés également dans le cadre de ce travaux-là, mais on a anticipé sur un document qui désormais est officiellement publié, le fameux fascicule de documentation P18-823, publié en mars 2024 et qui traite spécifiquement des règles de conception des scellements, vous savez, des armatures, lorsqu'on utilise un produit de scellement à base de liant hydraulique et qui dispose donc du marquage CE suivant la norme EN 1504. Partie 6, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Partie 6. Voilà. Enfin, dans la norme, mais bien sûr, on insiste sur la nécessaire qualification des entreprises et des opérateurs. Alors, on ne peut pas imposer la certification ASQUA Pro dans la norme, pour votre info, parce qu'une norme ne peut pas imposer une certification volontaire. Mais sous forme de notes, donc qui ne sont pas contractuelles, hein, on incite vivement un contrat à prescrire de telles certifications qui garantissent la maîtrise des entreprises et surtout des opérateurs, des projeteurs.
porteur de lance. Voilà, la norme insiste bien sûr sur tous les travaux de préparation de surface, de cure, enfin bon, c'est les fondamentaux. Elle propose, donc ça c'est une nouveauté, dans certains cas, en fonction bien sûr des attentes du maître d'œuvre, hein, de prescrire une épreuve d'étude. Et parfois même avec projection. Il faut savoir que les produits industriels ne sont jamais vérifiés dans leur performance sur le matériau une fois projeté. Donc si on se pose un certain nombre de questionnements sur les performances du produit une fois projeté, si le contrat le souhaite, donc c'est clair, hein, une épreuve d'étude de ce type avec projection peut être prescrite. Dans les annexes qui sont informatives de la norme, on a réintroduit les fuseaux granulométriques des mélanges secs de la SquaPro, donc c'est très utile. Et pour votre info, on a même proposé de valider les performances du produit projeté dès l'échéance de 7 jours, puisqu'on sait très bien que sur chantier, c'est parfois un peu compliqué d'attendre les 28 jours entre la convenance et le début des travaux pour autoriser l'entreprise à les entreprendre. Je change de norme. Donc, vous avez vu, on a déjà publié une norme 95-102, partie 1. Alors, il faut que vous sachiez qu'en France, il est impossible d'avoir deux normes qui portent le même numéro. Donc, quand on a publié la 95-102, partie 1, on a été dans l'obligation d'annuler la 95-102 historique. Donc, pour les prescripteurs que vous êtes, hein, si tout de suite vous souhaitez réaliser des CCTP en faisant référence à l'ancienne 95-102 pour travaux de type mortier béton projeté sur ouvrage en maçonnerie, il vous faut absolument annexer le texte de cette ancienne norme à votre CCTP. En attendant, la norme qu'on a entreprise en 2024, donc un groupe de travail piloté par Najeb Sabir et Jean-François Seignol, et qui rédige en fait un document qui va venir compléter la partie 1 pour les spécificités relatives aux travaux exécutés sur ouvrage en maçonnerie. Donc forcément, on abordera le rejointoiement des maçonneries, on abordera aussi des travaux structurels de type contre-voûte, contre-fond. Voilà, j'en dis pas plus. Alors l'échéance de publication, on peut espérer qu'elle soit prête en 2026, mais c'est des travaux toujours très très longs, hein. Je change de sujet, donc je vais vous parler cette fois-ci de la norme NFP 95-103. Celle-là, c'est la première à laquelle on s'est attelé, et non des moindres d'ailleurs, pour intégrer le référentiel EN 1504, hein. Vous voyez, elle a été révisée donc en 2014. Donc vous avez quelques schémas à l'écran extraits de la norme. Donc, alors cette norme-là, ça fait déjà 10 ans, hein, le temps passe tellement vite, donc on est persuadé effectivement qu'il va être d'actualité pour nous de la réviser. Il y a des enquêtes, vous savez, régulières tous les 5 ans pour savoir si une norme peut rester en l'état, si elle doit être révisée, voire supprimée. Donc c'est une des priorités pour nous, mais vous verrez qu'on a plein d'autres choses à faire aussi. On espère pouvoir entreprendre cette révision à partir de 2026. Alors, quelques éléments importants relatifs à la 95-103, en fait, ce n'est pas une norme, c'en est deux, puisque cette norme aborde tout ce qui est traitement divers et varié des fissures, des vides et interstices, mais également le sujet de la protection généralisée des parements de béton. Voilà. Alors, vis-à-vis du traitement des fissures, interstices, hein, voilà, vous avez la liste des méthodes numérotées de la 1504 partie 9 qui rentrent en ligne de compte. Ainsi d'ailleurs que le calfeutrement des fissures, qui est une technique qu'on pratique et qui n'apparaît pas dans le référentiel 1504 partie 9 d'ailleurs. Alors de même, sur cette diapo, je vous ai mis toutes les méthodes numérotées qui rentrent en ligne de compte dans cette norme-là pour la protection du béton. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas bien, vous vous rendez compte que c'est complexe ce truc-là, hein. Alors c'est complexe ce truc-là parce que la 1504 partie 9 a inventé, vous savez, des principes de réparation auxquels se rattachent les méthodes. Donc je vous rappelle rapidement, les principes 1, toutes les méthodes dont le numéro commence par 1 quelque chose, le principe c'est protection contre toute pénétration. L'eau, le CO2, etc., les chlorures, lorsqu'on prend des produits performants. Le principe 2, donc les méthodes qui commencent par 2, là on vise seulement la pénétration de l'eau. Le principe 5, les méthodes qui commencent par 5, là c'est un tout autre domaine de protection, c'est les protections vis-à-vis des agressions physiques. Le principe 6, les méthodes qui commencent par 6, cette fois-ci c'est la protection vis-à-vis des agressions chimiques. Donc on comprend bien que ça ne va pas être les mêmes produits système au bout, hein. Et enfin, le principe 8,
les méthodes qui commencent par 8, cette fois-ci, c'est la maîtrise de la résistivité électrique du béton. Donc, on n'est pas loin de la protection vis-à-vis de l'eau, hein. Voilà, ça ressemble beaucoup tout ça. Et grosso modo, on a trois types de produits. On voit les imprégnations. En fait, je vous le dis tout de suite, en fait, c'est très très peu utilisé dans le domaine ouvrage d'art, en tout cas pour la fonction de protection. On est essentiellement confronté à deux types de familles, les imprégnations hydrophobes et les revêtements. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans notre norme? Eh bien, on a donné des aides pour prescrire la qualité des produits qu'on voulait. Donc, les produits d'injection de colmatage de fissures, par exemple, eh bien, vous voyez, ça va être des produits codifiés au sens de la norme européenne 1504 partie 5, classe F1, avec des ouvertures injectables généralement supérieures à 0,2 mm, etc., etc. Pour le colmatage de fissures, donc lorsque ce n'est pas structurel, on peut avoir des produits rigides, souples, voire expansifs. Euh, Dans tous les cas, bien sûr, on exige le marquage CE de toute cette famille de produits-là, que ce soit la protection de surface ou les produits de traitement des fissures. Pour la protection de surface, vous voyez, on souhaite avoir les meilleurs, les produits les plus performants. Donc ça se traduit par les imprégnations hydrophobes de niveau de performance 2 au sens du guide d'application GAP 18902. Alors ce niveau de performance 2, il vise la fonction principale de base, c'est la protection contre toute pénétration. Donc avec de tels produits, normalement, l'eau ne pénètre pas dans le béton et ainsi que les chlorures ne pénètrent pas dans le béton. Voilà. On a également dans ce GAP 18902 une exigence importante qu'il faut avoir en tête, hein, c'est de s'assurer lors de la convenance que le produit va pénétrer suffisamment le béton de l'ouvrage qu'on veut protéger. Voilà, donc les pénétrations, vous voyez, elles varient de 3 à 6 mm en fonction de l'environnement plus ou moins agressif. Pour les revêtements de protection, filmogènes, hein, pareil, on vise le niveau de performance 2 du GAP 18902 pour la fonction principale de base. Et alors, il y a une propriété qui doit être définie dans le contrat et qui n'est pas forcément si simple que ça à classer. C'est la classe de perméabilité à la vapeur d'eau pour laisser le béton respirer sous le revêtement et éviter, lorsque le béton est encore humide et que cette humidité veut s'évacuer vers l'extérieur, éviter la dégradation prématurée du revêtement. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les produits les plus imperméables, la fameuse catégorie pardon, les plus perméables, la fameuse classe 1, doivent obligatoirement être retenus pour les intrados de tablier d'ouvrage d'art, sans quoi on a rapidement des désordres hein, sur ces revêtements appliqués, et il faut se poser la question pour les parements verticaux. Voilà. Donc, le contrat peut aussi prescrire d'autres fonctions que seulement la protection, par exemple des fonctions esthétiques, au sens du GAP 18902. Donc ça, c'est les possibilités du contrat. Ensuite, bien sûr, on a beaucoup insisté sur la nécessaire préparation du support qui est fondamental pour avoir, notamment dans le cas des revêtements, bien sûr, de protection, quelque chose qui va donner satisfaction dans la durée la plus longue. Et puis enfin, vous voyez les annexes informatives de la norme. J'insiste seulement sur l'annexe D, qu'on avait écrite donc en 2014. Hein. Elle traitait des garanties, les garanties qu'on peut proposer. Alors, soit par visuel, soit par rapport à des aspects performantiels. Voilà, sachez que désormais, le sujet garantie est repris dans la révision qui va arriver très bientôt du fascicule 65 version 2025, donc, puisqu'on a réécrit le chapitre 11 dans le sens de protection du béton. Donc on aborde les imprégnations hydrophobes, les revêtements. Et là, les représentants professionnels des différentes familles de produits se sont accordés pour définir vraiment de façon harmonisée des garanties. Donc retenez que l'aspect garantie, c'est vers le chapitre 11 du 65 à l'avenir qu'il faut aller. On attend qu'il soit publié rapidement. Je change de sujet, je passe à la 95-104. La 95-104, on l'a révisée en 2020. Elle traite de la précontrainte additionnelle. Vous avez quelques extraits de schéma de la norme à l'écran. Alors, ça traite de quoi? Ça traite de tout ce qui est précontrainte longitudinale, transversale additionnelle, des étriers actifs, de la précontrainte de clouage, etc. La méthode, au sens de la 1554 partie 9 concernée, elle est unique, c'est la méthode 4.7.
On a intégré dans cette révision de normes le fascicule 65, alors de l'époque, hein, donc la version actuelle 2018, mais vous voyez, il y a eu une évolution importante au niveau européen, puisqu'on est passé de l'ETAC 13, si je ne dis pas de bêtises, à ce nouveau référentiel qui est le document d'évaluation européen dont vous voyez le nom à l'écran, je ne vais pas vous le dire, hein. Il y en a un qui couvre justement les procédés de précontrainte et l'autre qui couvre les produits de protection de la précontrainte lorsque le produit ne fait pas partie intégrante du procédé. Voilà, donc ça a été intégré à la norme. On a abordé la question parfois de la nécessaire démolition avec des précautions d'une précontrainte existante et de la nécessité parfois de prévoir même une précontrainte provisoire en phase de travaux. Alors ensuite, le document est très riche pour aider les concepteurs de précontraintes additionnelles. Vous avez des indications quantifiées sur les rayons minimaux de courbure à respecter dans les déviateurs, dans les ancrages. Vous avez également une annexe informative qui vous montre par des schémas multiples plein de dispositions constructives souhaitables ou non, voire non souhaitables. Voilà. Ensuite, des choix forts de la norme, hein, c'est que toute précontrainte additionnelle doit être protégée sur toute sa longueur dans un conduit collectif, quel que soit le type d'armature de précontrainte dont on parle. Voilà. Et deuxièmement, vous le voyez, on rend obligatoire au sens de la norme un caractère démontable et remplaçable de la précontrainte additionnelle. Voilà. Donc ça suppose un certain nombre de choses, hein. Ça suppose soit utilisation de produits souples de protection de la précontrainte, soit des systèmes de torons gainés protégés qu'on pourra retirer et remplacer. Voilà. Et donc le caractère en revanche retendable d'une précontrainte, ça relève du contrat. Ce n'est pas une obligation de la norme, c'est le contrat qui le demande ou pas. Quelques points importants. Alors, les procédés, bien sûr, on exige au sens de cette norme-là qu'ils soient marqués CE et disposent d'une évaluation technique européenne, suivant les documents d'évaluation technique européenne dont j'ai parlé auparavant. Donc, que les armatures de précontrainte soient certifiées SQPE, que les produits d'injection, eux aussi, soient marqués CE suivant le DE dont j'ai parlé. On a une annexe pour votre information qui rappelle des dimensions à prévoir pour les conduits en PEHD en fonction des types d'unités de précontrainte additionnelles. Donc là aussi, ça peut vous aider. On a rappelé les exigences sur les conduits que vous voyez à l'écran, je ne vais pas tout lire, hein, la conformité aux normes, les qualités particulières de ces conduits, notamment résistance à la pression, résistance aux UV, etc. On avait aussi préintroduit ce qui figure désormais dans le fascicule de documentation P18-823 sur les produits de scellement d'armature. Et puis, bien évidemment, on insiste sur l'indispensable compétence et maîtrise et des entreprises et des responsables de ce type de travaux. Donc, c'est la certification SQPE pour les entreprises, la certification mise en œuvre de la précontrainte, et c'est la qualification de CMP chargée de la mise en œuvre de la précontrainte que vous connaissez. Donc, également quelque chose qu'on a révisé qui est important pour vous, hein, la norme intègre différents niveaux de qualité de préparation de surface utilisables en fonction de ce qu'on envisage pour fixer les organes déviateurs ou ancrage de la précontrainte additionnelle. Et ces exigences sur différents niveaux de préparation de surface de la norme se relaient dans un tableau de l'annexe A sur les coefficients de frottement devant être pris pour justifier les ancrages, notamment en conformité avec les formules de l'Eurocode 2.1.1. Voilà. Et on s'est rendu compte que ces évolutions n'ont pas d'incidence, hein, sur les dimensionnements antérieurs de ces organes-là. Voilà. Donc, c'est très important, le lien entre la préparation de surface et le coefficient de frottement qu'on peut prendre en compte dans la justification par le calcul. Pour les raccordements des conduits en PEHD, on a rappelé les 3 méthodes qu'on considère appropriées avec des précautions associées pour réaliser des conduits étanches sur toute leur longueur. Ces raccordements sont des points faibles, comme vous le savez. Voilà, on retrouve l'annexe A avec les règles de dimensionnement en lien avec la préparation des supports dont j'ai parlé. Je passe. Et donc, rassurez-vous, j'aborde la dernière. Je suis un petit peu en retard. J'en suis désolé. J'aborde la dernière, donc qu'on est en train d'écrire et presque de finaliser. Et celle-là, c'est un monument, je peux vous l'assurer. Donc, elle traitera des armatures passives additionnelles à base de polymères renforcés de fibres collés en surface.
qu'on dénomme EBR, Externally Bounded Reinforcement en anglais, ou en engravure, NSM, Near Surface Mounted. Donc cette norme-là, un groupe de travail de la commission ROA la prépare depuis la fin 2018. Donc c'est un travail de très longue haleine, mais vous allez comprendre pourquoi en fait. C'est un travail de très longue haleine, premièrement parce qu'il y a eu le passage Covid qui nous a quand même bien retardé, mais surtout parce que pour obtenir le consensus nécessaire des experts sur un certain nombre de sujets sensibles, voire pointus, voire complexes, on a mené des expérimentations. Donc ça, c'est une première, c'est une norme qui s'accompagne de travaux d'expérimentation avec des campagnes d'essais, des analyses de résultats, etc. Ceci explique notamment le délai long de son établissement. Voilà, mais j'espère que ce sera une belle norme. Alors, on a remis à l'écran donc les méthodes numérotées de la 1504 partie 9 qui rentrent en ligne de compte de ce type de travaux. Bien évidemment, le domaine d'application, c'est des ouvrages qui ont un déficit d'armature passive démontré. Donc ça aussi, c'est pour souligner l'impératif diagnostic, voire et évaluation structurale préalable avant de s'orienter vers une telle méthode. Les procédés de renforcement par composite, matériaux composites collés, on peut appeler ça comme ça, on exige qu'ils soient parfaitement identifiables et qu'ils disposent d'un avis technique délivré par l'organisme habilité. Les systèmes qui sont pris en compte par la norme, donc ce sont des systèmes de renforcement à fibres longues avec une variété de types de fibres, carbone, verre, basalte, aramide. De ce point de vue-là, notre périmètre est beaucoup plus large que celui de la future annexe J/NA de l'Eurocode 211-NA qui va être publié cette année, puisque cette annexe J qui traite de la justification et des renforcements composites collés n'aborde que le sujet des renforcements à base de fibres de carbone. Notre norme est plus ouverte que ça. Voilà. Les matrices polymères, elles sont de nature thermodurcissable la plupart du temps, et la plupart du temps de base époxydique, comme vous le savez. Les types de produits, on retrouve les plats fabriqués en usine et collés sur support, les tissus secs matricés sur support par imprégnation d'une matrice polymère. Éventuellement, on les trouve régulièrement également sur chantier, des tissus pré-imprégnés sur chantier avant d'être stratifiés au contact du support. Et enfin, pour les NSM en engravure, les barres, donc houjon et plats, c'est-à-dire des sections circulaires ou des sections rectangulaires qui sont collées dans les engravures. Toujours pareil par les mêmes types de produits. L'exigence de la norme à venir, c'est que les adhésifs, bien sûr, disposent du marquage CE suivant la norme harmonisée 1504 partie 4. Ça paraît être la moindre des choses. Pour la méthode 4.3, bien sûr, de renforcement par plaque collée, il faut comprendre renfort composite collé. Alors, un des principaux apports de notre travail est l'invention d'un cadre commun dans lequel tous les procédés sur le marché devront à l'avenir se décrire. Donc, on a fait en fait l'effort de créer ce qu'on appelle une fiche d'identification d'un composite. Alors, le composite est défini dans la deuxième partie de ma diapo. Grosso modo, retenez que, suivant qu'on parle de tissu, de plat, de barre, un composite, pour nous, un composite, c'est l'unicité de la nature des fibres, l'unicité de la nature des produits, colle, éventuels produits d'imprégnation préalable, et pour les plats ou les joncs, l'unicité du module d'élasticité. Voilà. Donc pour un composite, l'entreprise qui distribue le composite en question renseignera une fiche type où apparaîtront des caractéristiques de performance, alors des caractéristiques physiques, mécaniques ou de durabilité qu'on a estimées fondamentales. Et ce qui est important, c'est qu'on impose dans ce modèle-là la méthode d'essai pour que tout le monde évalue suivant la même façon les choses, ainsi que l'unité appropriée. Donc tout ça, ça permettra notamment aux maîtres d'œuvre de pouvoir comparer des procédés de façon la plus objective possible, puisque chacun se décrit avec les mêmes méthodes et avec les mêmes unités. Alors un point important, je suis bavard, un point important, c'est que dans le cadre du nouveau règlement des produits de construction de décembre 2024, il y a un énorme chantier qu'a lancé la Commission européenne qui s'appelle le chantier de
l'acquis pour recenser dans tous les États européens les référentiels existants au-delà de ce qui est déjà référentiel harmonisé européen. Donc aujourd'hui, il n'existe pas de normes harmonisées sur les renforcements composites collés. Donc sachez que la future norme 9505 française et ce cadre-là a été remonté à la Commission européenne et j'espère que ça sera pris en compte lorsque la Commission européenne décidera de l'établissement d'une future norme harmonisée sur les systèmes de renforcement par composite collé. Voilà. Alors rapidement, parce que rapidement, il me reste juste quelques diapos. La fiche d'identité, donc elle fixe les modes opératoires. Donc c'est généralement des normes européennes, voire internationales. Sachez que parfois, on complète ces référentiels, voire on renvoie à des annexes normatives dans lesquelles on a défini des modes opératoires, des modes opératoires. Donc les choses seront clairement balisées en application de cette norme-là. Sachez aussi qu'en lien avec nos collègues qui établissent la version française de l'annexe J de l'Eurocode 2.1 révisé, donc c'est les collègues de la commission Eurocode 2 du BENTRA, là aussi on a interagi, c'est-à-dire qu'on prend bien en compte les méthodes d'essai et les caractéristiques souhaitées par les calculateurs. Donc notre travail est tout à fait cohérent par rapport à l'annexe J et à l'aspect dimensionnement de ces renforcements-là. Également, dans cette fiche d'identité, un point important, c'est qu'on demandera de justifier par l'entreprise distributrice des composites leur compatibilité, on retrouve avec les fameuses classes d'exposition de la 206, voilà, ainsi que des expositions particulières, donc exposition aux UV ou à des environnements agressifs particuliers. Les entreprises distributrices devront justifier que leurs produits sont appropriés avec ou sans protection particulière. Et pour votre information, on a établi une annexe normative H qui propose un mode opératoire accéléré permettant de démontrer a priori la durabilité d'un procédé protégé ou pas dans un environnement agressif de ce type-là. Voilà. Pour terminer sur la fiche d'identité, donc il y a une question toujours importante, la température maximale de tenue du renforcement en service. Donc ça, c'est quelque chose qui va devoir être spécifié à l'avenir dans les CCTP. Eh bien, la norme est très pragmatique. Par défaut, elle imposera une température maximale de tenue du renforcement en service répondant à la recommandation actuelle des recommandations AFGC de 2011, à savoir pas plus que la température de transition vitreuse dont on a parfaitement défini la bonne façon de la déterminer de façon harmonisée, moins 10 degrés, une sécurité. Mais suite à des expérimentations, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des performances adéquates au-delà de cette TG moins 10 degrés en fonction des procédés. Et donc, on a créé un mode opératoire normatif que les entreprises pourront appliquer pour justifier que leur procédé peut être utilisé et être performant au-delà de cette limite sécuritaire du TG-10 que vous connaissez. Voilà. Enfin, donc, lorsque les procédés de renforcement comportent des dispositifs particuliers pour assurer des ancrages particuliers, des systèmes de reprise de poussée au vide, d'épinglage, de couture de continuité, la fiche d'identité demande bien sûr d'en faire état d'une part, et comme il n'existe pas là de mode opératoire uniforme parce qu'il peut y avoir une diversité de solutions techniques, on demandera là à l'entreprise de préciser clairement les modes opératoires utilisés pour justifier les performances de ces fameuses solutions techniques d'ancrage ou autres. La norme proposera néanmoins deux méthodes d'essai possibles sur des ancrages de type mèche en composite qui sont des systèmes relativement classiques. Quoi dire de plus? C'est une nouveauté, ça c'est une première. La norme 9505 comportera un article dédié à des dispositions constructives avec plein de schémas. Il y aura une première partie de dispositions de pose obligatoires, quel que soit le procédé, et il y aura des dispositions particulières avec des exemples de solutions techniques pouvant être retenues pour assurer justement des fonctions d'ancrage, de reprise de poussée au vide, de continuité de renforcement, de franchissement d'obstacles, d'épinglage. Au niveau de la qualification des entreprises, là aussi, on insiste sur la nécessaire qualification des entreprises et compétences des opérateurs. Vous connaissiez certainement la qualification qu'avaient introduite les recommandations FGC de CARC, le chargé d'application des renforcements composites. Pour nous, on le met au même niveau qu'un CMP chargé de mise en œuvre de la précontrainte. Et on a introduit une nouvelle qualification ORC,
opérateurs de renforcement composite, c'est ceux qui font les travaux, qui doivent être formés, qualifiés pour les procédés qu'ils mettent en œuvre. Voilà, on a beaucoup insisté aussi sur les impératifs de bonne préparation des supports et sachez que ça aussi fait suite à des expérimentations menées notamment par certaines entreprises participant à nos travaux. Donc tout ça est très très riche. Voilà, j'ai terminé. Il me reste 3 diapos. Je suis désolé. Il me reste 3 diapos qui vont aller très très vite. J'oublie la 105 qu'on espère publier cette année. Donc vous pourrez répondre à l'enquête publique qu'on lancera, j'espère, à partir de cet été. Il existe une norme 9506, vous voyez, très très ancienne, 93. Très clairement, cette norme est obsolète. Donc, pour nous, bien sûr, elle a vocation à ne pas être révisée parce qu'il existe depuis 93, il existe des normes européennes, voire françaises, qui traitent les questions de fondation d'ouvrage, hein. Par contre, on ne la supprimera que lorsqu'on aura pu transférer certaines dispositions constructives qui nous paraissent très intéressantes, notamment qui traitent de la connexion entre fondation et ouvrage existant pour le transfert des charges et des efforts. Donc, vraisemblablement, ces dispositions, on les intégrera dans la révision à venir de la norme 9507 dont je vais vous parler juste après, qui concerne les réparations, les travaux sur les ouvrages en maçonnerie. Voilà. Donc, cette norme-là, elle est obsolète. Seules ces dispositions sont intéressantes. Et dès qu'on les aura mis ailleurs, on supprimera la 106. Pour terminer, la 107, eh bien, c'est un projet qu'on a également, à partir de 2026, de s'attaquer à ces révisions. Cette norme traite de toutes les techniques envisagées pour protéger, réparer les ouvrages en maçonnerie. Voilà. Elle me permettra, après avoir été écrite, probablement d'écrire le complément du fameux fascicule de documentation 9500 dont j'ai parlé tout à l'heure, pour la partie d'aide aux travaux sur ouvrages en maçonnerie. Voilà, et c'est ma dernière diapo. Je suis désolé d'avoir dépassé le délai, mais il y avait beaucoup de choses à vous dire. Vous voyez que on a du travail en perspective, hein, au-delà des 3 groupes de travail actuellement actifs dont je vous ai parlé. On a bien en tête la nécessité de réviser la 95-103, traitement des fissures, protection de surface du béton. On a bien en tête d'attaquer la révision de la 95-107, la panoplie des méthodes utilisables sur les ouvrages en maçonnerie. Et ça permettra, après le fameux complément du FDP 9500 partie 2, c'est-à-dire relatif aux ouvrages en maçonnerie. Et puis, on a identifié également, en échangeant avec les experts, les entreprises, hein, le besoin d'une norme française qui n'existe pas aujourd'hui sur tous les travaux, comme vous voyez, de vérinage, calage, etc. Voilà. Bon, donc là aussi, il faut qu'on programme ces futurs travaux à partir de 2026. Voilà, et sans compter sur toutes les révisions de nos normes que rendront nécessaires les futures révisions ou publications à venir de normes européennes, produits, systèmes harmonisés, dans le contexte et dans la dynamique qu'a repris en main la Commission européenne du nouveau RPC publié en décembre dernier. Voilà. Donc vous voyez la conclusion finale que la normalisation est un travail sans fin et qu'il faut beaucoup de persévérance pour s'atteler à ce travail-là. Voilà, j'espère que ce que je vous ai dit vous a intéressé en étant conscient d'être allé très vite. On répondra à vos questions, bien évidemment, Christian et moi. Merci beaucoup, Christophe. Non, non, tu n'as pas été trop long. Tu as dit que tu étais bavard. Personne n'a jamais pensé ça de toi. Mais en tout cas, tout le monde a pu constater que tu es un passionné et que c'est très, très utile dans ce domaine. J'ai 2 questions. Il y en a une, je ne peux pas passer la parole parce que c'est un spectateur anonyme. La question concerne les BFUP. Est-ce qu'il existe une norme sur le renforcement des ouvrages avec des bétons fibrés ultra haute performance? Je suppose pas D'accord. encore, ça se saurait. Alors, très clairement, avec Christian, on avait parié qu'on aurait une question sur le sujet. Donc, on n'a pas osé rajouter une diapo parce qu'on a estimé que c'était déjà très long comme ça, hein. Alors, sur le BFUP, je la fais courte parce qu'il y a eu déjà notamment autour du copiste du Bentra, vous voyez, cet organe qui, en lien avec les entreprises, essaie de définir une stratégie de normalisation, hein. Donc, c'est un sujet qui est déjà abordé. Alors, les informations que je peux vous donner sur le BFUP. L'utilisation du BFUP en protection, réparation, renforcement d'ouvrages d'art, bien sûr, hein. Premièrement, les normes françaises existantes, notamment les NFP 18, alors 470 c'est sur les spécifications des BFUP, 451
c'est sur l'exécution des travaux, Et puis, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié le troisième numéro, n'étant pas calculateur dans mon poste actuel, la norme qui parle bien sûr de la façon de les calculer, de les justifier en se référant à Dimensionnement, l'Europe. ouais. Ces trois normes-là, très clairement, sont utilisables et doivent être prescrites dans les CCTP pour des travaux de protection, réparation, renforcement. Voilà. Alors, le problème avec ces normes-là, ben, c'est qu'elles nécessitent forcément d'être révisées, comme celles que je vous ai présentées, en intégrant les évolutions récentes, les retours d'expérience français, etc., etc. Je sais que ben, il y a eu un loupé, puisque notamment la norme NFP 18451 sur l'exécution des travaux BFUP aurait dû faire l'objet d'un examen systématique tous les 5 ans, bah, qui aurait dû conclure à la nécessité justement de la réviser en l'actualisant, notamment dans le champ de la réparation. Bah, le bureau de normalisation qui la gère, parce que je vais vous le dire, ne l'a pas fait, n'a pas lancé cette enquête-là. Alors la difficulté, c'est que les trois normes BFUP dont je vous ai parlé, françaises, ça c'est aussi une spécificité française, hein, anecdotiquement, sont gérées par trois bureaux de normalisation différents. C'est fantastique. C'est fantastique. Voilà. Donc, il manque un petit peu d'harmonisation, mais on va y travailler. Après, ce que je peux vous dire, c'est que le ministère, donc ça, c'est une commande du ministère, le ministère de la Transition écologique a demandé à son réseau scientifique et technique, donc c'est le CEREMA, l'Université Gustave Eiffel et le CETU, d'établir des recommandations sur l'utilisation du BFUP en protection, réparation, renforcement d'ouvrages d'art. Vraiment, le désir du ministère, c'est de promouvoir ces matériaux dans ces domaines-là. Un groupe de travail auquel je contribue travaille depuis maintenant plusieurs mois à l'établissement de ces recommandations. Compte tenu de pas mal de retours d'expérience parfois pas très positifs, nous avons décidé de commencer par une première note de recommandation sur l'utilisation du BFUP en étanchéité sur ouvrage d'art. Pourquoi on a décidé ça? Eh bien parce que les normes françaises actuelles sur les BFUP ne traitent pas de la fonction étanchéité. Ce travail, au niveau du groupe d'experts, on l'a terminé et la note vient de partir dans le circuit de relecture interne, ministère, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un document sur lequel on communiquera largement, qui va rapidement être diffusé, des recommandations pour bien prescrire, bien concevoir le BFUP en étanchéité ouvrage d'art. Et une fois de plus, la philosophie, c'est aider au développement de la technique en évitant les grosses bêtises. Voilà, c'est ça la philosophie. Dans un deuxième temps, parce que c'est un travail de plus longue haleine, mais on espère le mener en 2025, on établit aussi une note beaucoup plus globale sur tous les applicatifs du BFUP dans le domaine des ouvrages existants, et Dieu sait s'ils sont nombreux. On se base sur des retours d'expérience français, et nos recommandations comporteront en annexe d'ailleurs des fiches monographiques sur un certain nombre de chantiers d'utilisation du BFUP en France. Voilà. Donc ça bouge sur le BFUP. Bon, il François, était tout le aussi monde qui question, est, je sais, de lancer une norme européenne sur le sujet, mais là, je manque d'informations. Manifestement, ça n'a toujours pas bougé. Je manque d'infos sur la normalisation au niveau européen sur le BFU. alors attends, il y a François, tout le monde qui est dans les spectateurs, on va lui passer la parole, il a peut-être Ouais. Bah, il des connaît le choses à nous sujet dire. encore mieux que moi. Voilà, j'ai ouvert son micro. Donc il a précisé que la norme dont tu avais oublié le numéro, c'était la 78, la 18710. Merci François. Et je ne sais pas si on m'entend, mais pour la normalisation européenne sur les VFUP, on commence le chantier de la norme matériaux. Donc, avant de dire on va faire une réparation avec BFUP au niveau européen, il faut déjà que le terme BFUP soit quelque chose sur lequel on s'accorde. Donc, ça va probablement se faire, mais c'est pas tout à fait immédiat. D'accord. D'accord. Vous voulez ajouter autre chose, François? Non? Non, je pense que Christophe a bien expliqué la situation. En fait, il y a une question de, je dirais, de retour d'expérience stabilisé, de traditionnalité quand on veut écrire les choses dans une norme. Et donc, les réparations avec BFUP, on voit que sur ce qui est réparation pour renforcement mécanique, il y a ce qu'il faut dans les normes P18 710, donc calcul, et 451 exécution. Par contre, sur la fonction étanchéité, effectivement, là, on est
je dirais, dans une situation où il faut commencer par des règles de bonne pratique qu'on sort assez rapidement dans un document sous le timbre du CEREMA et du ministère. Et avec du recul d'application, on pourra envisager de rentrer ça dans la norme. Mais effectivement, dans les normes BFUP, la norme matériaux est gérée par l'AFNOR, la norme calcul par le BNTRA CNEC2, la norme exécution par le BNTech, et donc il y a un peu d'articulation du calendrier qui n'est pas absolument évidente. Ok, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Benjamin qui est passé sur son téléphone. Oui, vous m'entendez? Oui, Très bien. Ouais, oui, merci. Alors, si François Tout le monde est présent, c'est très bien parce qu'il peut-être qu'il aura aussi quelques éléments de réponse. Euh, dans les futurs Eurocodes qui rentreront en vigueur fin 2027 ou tout début 2028, il est prévu de modifier le système des classes d'exposition parce que les classes d'exposition, en fait, elles sont définies dans les Eurocodes et reprises dans le N206 pour passer sur un système dit ERC, Exposure Résistance Class. Vous avez cité dans votre présentation le lien que vous avez essayé de faire avec les classes d'exposition. Est-ce que du coup, vous anticipez aussi ce changement qui devrait se faire dans les années à venir avec ce nouveau système de RC? Pour ce qui nous concerne, pardon, non, non, pour le moment, on a déjà fait. La difficulté quand on fait nos normes de réparation, j'ai essayé de l'expliquer, hein, c'est qu'on est confronté à des produits sur le marché qui s'apparentent à des référentiels complètement différents, sans recouvrement. Voilà, enfin, franchement, imaginez que le référentiel 1504 partie 3 sur les mortiers de réparation industrielle, hein, qui est arrivé après les 206, hein, n'ait pas retenu les classes d'expo, c'est quand même incroyable, quoi. Voilà, donc on essaie de raccorder ça pour avoir une démarche homogène quel que soit le type de produit qu'on va utiliser. Vous avez vu la norme 95-102 partie 1 là, sur les mortiers et bétons projetés. On peut avoir des bétons, ça c'est le référentiel 206. On peut avoir des mortiers industriels référentiel 1504 partie 3. Et il y a aussi sur le marché des mortiers industriels qui se réfèrent à la 206 alors qu'ils sont hors de la 206. Donc on a essayé surtout de mettre notre énergie à recadrer tout ça, le rendre compatible avec une bonne prescription dans un CCTP. Donc non, malheureusement, non, on n'a pas anticipé sur cette évolution importante normative européenne sur les bétons que connaît très bien François effectivement. donc François voulait ajouter un mot, je pense. Il a Oui, levé la main. oui, ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que la description de l'exposition passe par les classes d'exposition, et ça change, je dirais, de façon très mineure dans les Eurocodes à venir, publiés fin 2027 au plus tard. Donc, je dirais, la manière de décrire la sévérité d'une exposition et les agressions, ça va rester la même chose. Et ça va rester quelque chose qui est complété par des dispositions nationales, enfin l'annexe nationale de l'Eurocode 2, euh, pour préciser la manière dont les choses sont interprétées pays par pays. Et à Palerme, à Saint-Jacques-de-Compostelle ou à Tromsø, c'est pas pareil. Donc ça, c'est, je dirais, les limites de la construction européenne, c'est qu'on a un vocabulaire commun, mais pour lequel le climat a quand même une variabilité telle que le besoin de classification, il a besoin d'une adaptation nationale. Et ça, les juristes de l'Europe le comprennent pas très bien, ce qui fait que les eurocodes ne peuvent pas être des normes harmonisées parce qu'il y a ce besoin de complément national. Euh, donc, je dirais que ça, c'est un point dur dans le passage que veut organiser l'approche actuelle de la Commission vers le règlement produit de construction et des normes harmonisées qui s'interdisent de faire toute référence à des choses déterminées nationalement. Bon, si on met ça de côté, donc la description de l'exposition, ça reste des classes d'exposition. Ce qui change du côté de la norme béton, donc de la réponse du matériau à,
à cette exposition pour classer la résistance et le fait que un béton, moyennant certaines dispositions prescriptives ou performantielles, est présumé pouvoir protéger durablement les armatures pendant 50 ans ou 100 ans. Ça, c'est bien un nouveau système de classe performantielle qui est en train de se mettre en place. La commission AFNOR P18B qui gère la norme béton NFN 206 a bien prévu, d'ici la publication de l'Eurocode, de compléter, de réviser la norme béton pour introduire cette approche dans une continuité raisonnable, en tout cas espérée, avec l'approche performantielle actuelle, donc FDP 18480, et aussi, je dirais, une continuité technique pour que les bétons formulés suivant les règles prescriptives actuelles et qui posent pas de problème se retrouvent bien dans le nouveau système sans qu'on ait besoin de doubler ou de diviser par deux les enrobages. Donc ça, c'est bien prévu. Ce qui effectivement reste un point de difficulté, c'est que quand pour la réparation d'un ouvrage, on va utiliser un matériau de réparation qui fait référence à l'EN 206, eh ben, il pourra de fait s'intégrer dans les classes ERC. Par contre, s'il a son propre référentiel, et ben là, entre guillemets, on peut rien faire. Enfin, c'est bien à la norme de ce produit de réparation et qui éventuellement est une norme harmonisée et ne voudra pas connaître les classes d'exposition et les classes ERC. C'est cette norme-là qu'il faudra faire évoluer. Et là, j'ai pas de réponse ou de solution. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment, à moins que quelqu'un lève la main. Je pense que l'exposé a été très complet. Donc, il me reste à vous remercier encore vivement. Donc, sachez que au maximum, il y avait 91 personnes en ligne, en spectateurs. Donc, c'est un très beau résultat par rapport à nos webinaires habituels. Et donc, j'espère que ça vous fait chaud au cœur pour d'avoir touché un large public avec cette actualité normative. Tout à fait. Donc, un grand merci à tous les deux. Eh bien, Donc, merci de nous avoir accueillis déjà. Merci, tout à fait. pas de Et souci. Et donc, on retrouvera sur le site de la FGC très prochainement votre présentation et la captation vidéo de ce webinaire. Bonne soirée à tout le monde. Au merci revoir. beaucoup Au revoir, bonne fin de journée, au plaisir. Au revoir. Au revoir. à tous.